Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur KTO, vous êtes bien restés avec nous et bienvenue sur notre plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous avons tous en tête la très belle image de Notre-Dame restaurée. Or, à la gauche de la Belle Dame de Paris se trouve une petite rue appelée depuis plusieurs siècles la rue du Cloître. Rien à voir ici avec le cloître des moines, puisqu'il s'agit de la rue qui, dans l'ancien temps, permettait d'accéder à un petit quartier occupé par les chanoines. En effet, à partir de l'époque carolingienne, l'évêque de Paris est assisté dans ses fonctions par des chanoines formant un collège d'une cinquantaine de membres. Vivant d'abord au sein d'une communauté, ils résident ensuite dans des maisons particulières, formant donc ce que l'on appelle le cloître Notre-Dame. L'émission Au risque de l'histoire vous propose de partir à la découverte de ces personnages si particuliers de l'histoire de l'Église. Quand apparaissent les chanoines? Quel sera leur statut au fil des siècles? En quoi se distinguent-ils des autres clercs? Quelle est naturellement leur fonction? Quel est leur rôle intellectuel dans l'histoire du christianisme et de l'Europe? Autant de questions que je vais poser à Anne Massoni et Charles de Miramont. Anne Massoni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, professeure d'histoire médiévale à l'université de Limoges et vous venez de publier chez nos amis des presses universitaires de Rennes. Les presses universitaires de Rennes ont pris un abonnement chez nous et c'est tant mieux. Monde canonial, monde monastique, mutation et conversion de statut 9e, 12e siècle. Donc un ouvrage que vous avez dirigé avec Noël Deflou-Leca. Charles de Miramont, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous venez de publier La juridicisation de l'Église, chanoine séculier et droit canonique, 1070-1130, un ouvrage universitaire, un ouvrage paru aux éditions Les Belles Lettres, qui montre entre autres l'influence des chanoines dans la construction et le développement du droit canon. Alors, je me tourne vers vous, Anne Massoni. Quand apparaissent exactement les chanoines? Quand est-ce que le terme de chanoine, de clerici canonici, apparaît-il? Alors le terme de clerici canonici apparaît en fait avec le début de l'époque médiévale, puisqu'on trouve ce terme de canonicus, canonici au pluriel, dès le VIe siècle. Alors quel est le sens de ce terme? L'explicitation de ce sens fait encore un peu débat parmi les historiens. Il semble que, de manière assez commune, on pense que le clericus canonicus, c'est le clerc qui est attaché à une église, qui vit des revenus d'une église et qui, en tant que tel, est inscrit sous une forme de liste, si vous voulez, qui contient en fait les clercs qui dépendent de cette église. Donc le terme de canonicus, en tout cas pour le VIe siècle, renverrait à cette notion de canon, mais au sens de liste. Le terme évolue ensuite, au fur et à mesure des siècles, à la fin du 8e siècle, vers les années 780, pour désigner, donc toujours sous le terme clericus canonicus, en fait très probablement tous les religieux qui ne sont pas des moines. Donc probablement, clericus et canonicus deviennent à ce moment-là relativement synonymes, à un moment où en fait on distingue deux types de prières, une prière qui est plus individuelle, qui est plutôt la prière et silencieuse, qui est plutôt la prière des moines, et une prière qui est plutôt collective et qui a une fonction collective, c'est-à-dire qu'elle est destinée à l'intention de tout le monde, qui est plutôt la prière des clercs et des chanoines. Alors je sais que la distinction clerc et laïque, elle se fera plus tard, en tous les cas, elle a moins son sens que l'on à l'époque que l'on donne, nous, au sens clair et laïque aujourd'hui. Est-ce que
on sait si ces chanoines étaient davantage des clercs ou bien davantage des laïcs? Alors ce sont des clercs, hein. À n'en pas douter, ce sont des clercs, c'est-à-dire qu'ils entrent, si vous voulez, dans la catégorie de la cléricature, qui est progressivement ordonnée, en fait, à l'époque médiévale. Donc ils entrent d'abord dans ce qu'on appelle la cléricature mineure, hein, c'est-à-dire qu'ils reçoivent tout simplement la tonsure, et ensuite, un certain nombre d'entre eux vont être appelés à entrer dans ce qu'on appelle les ordres majeurs, hein, c'est-à-dire à être ordonnés d'abord sous-diacres, diacres, prêtres, et certains d'entre eux deviendront évêques et donc accéderont à l'ultime degré de la cléricature majeure, qui est l'épiscopat. Il n'y a pas encore une notion de service? Si. En fait, la notion de service est assez forte dès l'origine en fait, des communautés canoniales, notamment dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les communautés canoniales sont investies d'une fonction liturgique au sein des églises qu'ils desservent. Et cette fonction liturgique, c'est la récitation de l'office divin des heures qu'on appelle par ailleurs des heures canoniales tout au long de la journée et aussi la nuit. Et c'est une fonction éminemment sociale puisqu'il s'agit d'entretenir ce lien entre le ciel et la terre qui passe par la récitation de la prière, ce qu'on appellera un petit peu plus tard, au-delà de l'époque carolingienne, la laus perennis, c'est-à-dire la louange perpétuelle. Charles de Miramont, on voit que le terme de chanoine évolue quand on travaille sur l'histoire médiévale. Alors nous, on veut placer évidemment les gens dans des catégories. Or, les frontières sont très mouvantes. Les statuts sont, enfin non pas les statuts, mais en tous les cas, les fonctions sont très mouvantes. Et ce qu'ils représentent, ce que chacun fait, peut évoluer avec le temps. Tout à fait. Et en particulier parce que le mot canon, il faut le dire au début, est un mot grec qui veut simplement dire règle. Et qui est l'équivalent du mot regula en latin. Et qui d'abord signifie la règle pour tracer des traits, et ensuite toutes sortes de règles. La règle pour devenir beau, les règles pour construire des bâtiments, et enfin des règles, et c'est un mot spécifique dans l'Église, pour désigner des décrets, des règles juridiques. Il y en a aussi d'autres que vient de rappeler Anne Massoni. Canonique signifie aussi certaines formes de prières, de récitation de psaumes. C'est aussi quelque chose dans la messe qui veut dire des prières spécifiques à l'intérieur de la messe, qu'on appelle le canon de la messe. Et donc c'est un mot qui est extrêmement polysémique et qui a pu être appliqué à beaucoup de gens et à beaucoup de situations différentes avant qu'il se spécialise petit à petit au cours du Moyen-Âge. Alors Anne Massoni, nous sommes, c'est le premier chapitre du livre que je présentais, Monde canonial, monde monastique. Nous sommes à Metz, au milieu du 8e siècle, et l'évêque de la ville, qui a un prénom particulier, Chrodegang, prénom d'époque, édicte une véritable règle pour les chanoines. Que dit cette règle et en quoi les chanoines, dès lors, se distinguent des autres clercs? Alors, il faut déjà dire quelques mots sur la personnalité de Chrodegang. Donc, Chrodegang, effectivement, vous l'avez dit, est évêque de Metz, mais c'est un personnage, en fait, assez essentiel dans le monde politique d'alors, et notamment dans la cour du souverain d'alors, qui est Pépin le Bref. Donc, le fondateur de la dynastie des Carolingiens. Et il n'est pas évêque de Metz pour rien, parce que la ville de Metz, à ce moment-là, est une des villes majeures de ce qu'on appelle l'Austrasie. Et l'Austrasie, c'est le noyau de ce qui va devenir ensuite l'Empire carolingien. Donc Chrodegang n'est pas n'importe quel personnage et n'occupe pas n'importe quelle fonction dans l'Église franque de son époque au milieu du 8e siècle. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Chrodegang est un personnage qui a beaucoup voyagé, et notamment en Italie. Et au retour de ses voyages, il est désireux d'instaurer en fait dans la communauté qu'il dirige, à la cathédrale de Metz, une liturgie qui serait proche de ce qu'il a entendu, du modèle qu'il a entendu à Rome. Et donc pour cela, en fait, il s'agit de donner à son groupe de clercs qui l'entoure, qu'on appelle donc des chanoines, un mode de vie particulièrement strict qui permet de les former, voyez-vous, à la liturgie dont il attend qu'elle soit à la hauteur, d'une certaine manière, du modèle qu'il a en tête. Donc les chanoines ont d'abord un rôle liturgique. Ah oui, fondamentalement, ils ont un rôle liturgique, et donc la volonté de Chrodegang, c'est aussi de les constituer dans une communauté cohérente, qui obéit à l'autorité de l'évêque et dont la fonction première est bien rappelée, c'est-à-dire celle de célébrer cette liturgie. Est-ce que cette règle en soi rayonne? Nous sommes à Metz,
on a une conception très centralisée des choses aujourd'hui. Or, est-ce qu'on peut dire qu'une telle règle a eu de l'influence sur d'autres diocèses de la chrétienté? C'est très difficile à dire, et probablement la règle de Cro-Dogan a eu une influence assez limitée. Et pourtant, elle marque l'histoire, puisqu'elle constitue le véritable point de départ, le commencement du monde canonial? Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un phénomène caractéristique de cette époque, de l'époque carolingienne, c'est ce qu'un historien a appelé le cloîtrement du monde. Le cloîtrement du monde, c'est l'idée qui va durer pendant de très très nombreux siècles qu'en Occident, qu'il faut des communautés fermées, des bâtiments. C'est d'abord quelque chose d'architectural, le cloître, quelque chose de fermé. Ensuite, qu'il faut une vie collective et qu'il faut une organisation avec des horaires, tout ça inspiré par certains côtés de la règle de Saint-Benoît, mais que ce modèle est un modèle général pour le monde. Presque. C'est pour ça qu'on parle de cloîtrement du monde, parce que c'est l'idée que, si possible, pour organiser la société, il faudrait augmenter au maximum ce nombre de cloîtres. Et on voit, à travers les temps, les écoles, les hôpitaux, les prisons, les camps, l'ensemble des modèles spécifiques à l'Occident, relativement spécifiques à l'Occident, qui apparaissent à ce moment-là et qui vont constituer des idées de possibilités de réforme. Pensons même aux phalanstères de Proudhon. Donc toutes ces espèces de communautés utopiques, idéales, Cro-Dogan en propose une option pour ces chanoines-là, qui auparavant, semble-t-il, n'étaient pas dans ce type d'organisation collective. Donc un bâtiment, une règle et une spiritualité qui est liée à cette vie collective. Et de ce point de vue-là, même si sa règle n'a pas beaucoup d'influence, les règles qui vont suivre vont avoir un impact important sur l'Occident pendant de très très nombreux siècles. Est-ce que les conciles carolingiens vont renforcer en quelque sorte la diffusion de la règle canoniale, ce que Cro-Dogan, alors je ne sais pas s'il faut dire Cro-Dogan ou Cro-Dogan, mais il faudrait lui demander. Mais donc, est-ce que ces conciles carolingiens vont jouer un rôle? On sait qu'il y a toute une réforme avec Alcuin d'York, que nous avons évoqué dans une émission consacrée à Charlemagne. Il y a toute une réforme carolingienne. Est-ce que cette réforme carolingienne englobe la question des chapitres? Alors, vous avez raison, effectivement, d'évoquer ce deuxième temps carolingien, parce qu'il est absolument fondamental dans l'histoire des chanoines. Alors, ce n'est pas tellement le règne de Charlemagne, là, on va se déporter un tout petit peu. Oui. C'est plutôt le règne de son fils, c'est-à-dire Louis le Pieux, qui, effectivement, en 816, pour être très, très précis, convoque donc un grand concile à Aix-la-Chapelle. Et la première une des pères conciliaires qui se retrouvent donc ensemble à Aix-la-Chapelle, c'est, comme le disait Charles, effectivement de réfléchir à nouveau, d'une certaine manière, à une réglementation qui est proposée ou qui sera proposée à l'ensemble des communautés canoniales de l'Empire, cette fois-ci. Donc c'est-à-dire sous cette étendue immense que représente à ce moment-là l'Empire hérité de Charlemagne. Donc c'est un gros travail en fait de réflexion sur les textes patristiques, puisque ce qu'on appelle maintenant la règle d'Aix, ou en latin l'institutio canonicorum, l'institution des chanoines, commence par un florilège, une sélection de textes qui ont été puisés dans la littérature patristique. Et ensuite viennent à proprement parler les canons de la règle d'Aix, qui là donnent des recommandations, comme disait Charles, de manière très pratique, sur la manière dont les chanoines doivent vivre dans ce cloître fermé, d'où les femmes normalement sont exclues, sous l'autorité d'un supérieur, qui est à ce moment-là plutôt un prévôt, et dont les fonctions, notamment les fonctions liturgiques, on en a parlé, mais aussi des fonctions d'enseignement, des fonctions charitables, sont assez clairement définies. Alors,
Oui, pardon, quant à savoir, c'est peut-être que vous alliez me poser la question de l'influence de cette règle. Quant à savoir donc l'influence qu'a pu avoir ce texte normatif pour les communautés de l'Empire carolingien, donc c'est encore un débat historiographique. Il semble, et c'est assez logique, voyez-vous, que la règle d'Aix, l'Institutio Canonicorum, ait eu une vraie influence là où l'autorité carolingienne était bien relayée. Voilà. Donc la question de savoir si elle a engendré la constitution vraiment de communautés cléricales, canoniales, bien encadrées dans les cathédrales, mais aussi dans les églises qu'on appelle collégiales plus tard, c'est-à-dire des églises secondaires des diocèses, j'ai envie de vous répondre, ça dépend où. En fait, il y avait, l'un des problèmes, c'est qu'il fallait, pour que ça fonctionne, ce genre d'institution de type cloître, il faut un gros patrimoine. Oui. Voilà. Il faut qu'il y ait pas mal de terres autour qui permettent d'entretenir, de construire, d'entretenir ce bâtiment. Et clairement, les Carolingiens, beaucoup d'évêques n'avaient pas les moyens ou l'envie véritable de le faire. Donc entre le modèle qu'on proposait et la possibilité pratique, il y a un gap qui est important. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on sait comment est accueillie cette nouveauté dans l'Église ? Et est-ce qu'on la distingue vraiment dans les textes ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que le texte est très copié. C'est-à-dire qu'on a énormément de manuscrits, donc on sait qu'il a été, en tout cas, il se trouve dans beaucoup de bibliothèques, il a été lu. Ensuite, il n'a pas été beaucoup retravaillé après. Donc, au Moyen-Âge, lire un texte, c'est souvent le retravailler, l'adapter. Et à partir du moment où on ne voit pas d'adaptation, on se dit c'est que ce n'était pas véritablement utilisé. On a à la fois une importance littéraire importante, mais une approche pratique qui est beaucoup plus discutable. Anna Massoni ? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mon collègue Charles de Miramont. Après, effectivement, on peut aussi avoir une approche, j'ai envie de dire, pratique, c'est-à-dire regarder les textes, non pas normatifs, mais les textes de la pratique, qui ont été écrits par les communautés canoniales et déceler, voyez-vous, à l'intérieur de ces chartes, des indices, mais ténus, qui permettent de dire, effectivement, déjà ils s'appellent eux-mêmes canonici, ce qui n'était pas forcément évident. Il semble qu'ils jouissent, effectivement, qu'ils vivent d'un patrimoine commun auquel ils donnent un nom. Souvent, ce sont des communia, des choses communes. Il semble que, effectivement, dans les textes, on distingue des claustras, donc des quartiers fermés, quelquefois emmurés, ce qui donne des indices, vous voyez, mais souvent ténus, d'une forme, effectivement, d'application à certains endroits de ces textes normatifs. Et alors, est-ce qu'on sait si, au-delà des textes normatifs, quand il y avait des communautés de chanoines comme cela, est-ce qu'on sait comment ces chanoines étaient accueillis dans l'Église, étaient même considérés par des autres clercs ? Alors, il y a un moment qui est important qui va permettre de repartir le système. Après cette époque qu'on vient de décrire, un petit peu floue entre l'Institutio Canonicorum et ce qui se passe par la suite, c'est à partir de l'an 1000, pour dire rapidement, on va avoir un phénomène dans l'Église de centralisation. C'est-à-dire qu'on va se dire, il faut que l'Église la plus importante du diocèse, c'est l'Église au centre de diocèse. C'est un moment du début de ce qu'on va appeler les cathédrales. Ce qui n'était pas forcément le cas partout avant. C'est-à-dire que les lieux de culte pouvaient être placés de manière différente dans les principales villes du diocèse. Et donc les évêques vont dire « je veux au centre de ma ville une église la plus splendide possible, avec le plus de reliques possible, et aussi avec des clercs les plus chics possibles. » Ce mouvement va être au début d'une énorme progression des chanoines, puisque pour y arriver, les évêques vont faire quelque chose d'assez spécial. C'est qu'ils vont se dire, pour que ça fonctionne, pour que je puisse construire sur des générations des bâtiments, il faut que ces institutions soient autonomes. Il y a une certaine autonomie. Et donc, ils vont relâcher le lien entre ces communautés canoniales et le pouvoir épiscopal.
Et à partir de cela, cela va permettre une croissance économique, culturelle, patrimoniale de ces institutions tout à fait spectaculaire. C'est à replacer dans le mouvement de la réforme grégorienne, ce que vous présentez? Ça vient avant. Ça vient avant. Ouais, ça vient juste avant. Oui, ce que je me c'est intéressant parce que généralement la réforme grégorienne est précisément considérée comme un mouvement de centralisation sur le temps long. Ça vient avant. Et là, c'est une sorte de préfiguration. Ce que je me permettrais d'ajouter, effectivement, c'est autant qu'on puisse connaître en fait qui sont les chanoines de ces communautés cathédrales. Donc effectivement, on va dire aux environs de l'an 1000, il ne fait pas de doute que ce sont tous des aristocrates. Donc de toute façon, les chapitres cathédraux ou les chapitres collégiaux vont puiser leurs ressources en termes humains, de toute façon, dans l'élite de la société. Donc, par rapport à la question que vous posiez, comment est-ce qu'ils peuvent être perçus par les autres? Ils sont perçus de toute façon comme des clercs élitaires, si vous voulez, ne serait-ce que parce qu'ils sont issus, en fait, des élites du point de vue social. Alors, comment la réforme grégorienne, elle, affecte la vie et l'organisation des chapitres canoniaux? Alors, donc on a ce mouvement qu'on vient de parler de progression, qui correspond au moment de la Renaissance urbaine. Donc c'est lié d'une manière. Cela va poser un problème. On va se dire, est-ce qu'ils appliquent la règle d'Aix? Et deux, est-ce que c'est une bonne règle? Il va y avoir vers le milieu du XIe siècle, des gens qui vont se dire, des clercs qui vont se dire, ce n'est pas le bon système. Si on veut véritablement avoir des vrais chanoines, il faut revenir, pas aux Carolingiens, mais il faut revenir bien avant aux apôtres. Et ça va être le mouvement de ce qu'on appelle la vie apostolique. C'est-à-dire, pour être de véritables clercs, il faut recommencer à essayer de retrouver les origines de l'Église et à trouver un modèle où là, on abandonne ce côté luxueux, ce côté même individuel, puisque les chanoines ont des propriétés privées qui étaient auparavant. Ce mouvement de la vie apostolique va naître au début dans le sud de la France, autour d'Avignon, le mouvement de Saint-Ruf, et se développer petit à petit, et va être repris par certains grégoriens comme une espèce de programme possible de réforme de l'Église. Je veux dire, les chanoines ne doivent plus être aussi riches et aussi indépendants qu'ils le sont. Ils doivent au contraire être beaucoup plus comme des moines, vivre de manière beaucoup plus stricte qu'auparavant. Et donc ça, c'est le mouvement des chanoines réguliers. Alors, oui, allez-y. Non, mais effectivement, voilà, Charles a dit l'essentiel. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on commence à parler de deux catégories de chanoines, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Les réguliers et les séculiers. D'un côté, donc c'est effectivement qu'on va appeler les réguliers, parce qu'en fait, progressivement, pour soutenir cette inspiration nouvelle de mode de vie canonial, est élaborée une règle nouvelle qui va chercher ses origines dans les écrits de Saint-Augustin. Donc on va appeler la règle de Saint-Augustin, qui va fonder donc effectivement les principes de vie beaucoup plus stricts, beaucoup plus cloîtrés, mais alors là cette fois-ci au sens de vraiment fermés de ces communautés régulières. Et puis, comme toujours, une réforme emporte des succès, mais aussi peut rencontrer des échecs. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, un certain nombre de communautés anciennes ont refusé de passer d'une certaine manière à la vie régulière. Donc, se rester fidèles à des coutumes anciennes, quelquefois aussi peut-être, effectivement, à la règle d'Aix. Et c'est donc à partir de ce moment-là que ceux qui ne sont pas devenus réguliers, on les appelle, pour les distinguer des non-réguliers, les séculiers. Est-ce que donc le rôle des réguliers versus les séculiers était différent en conséquence ?
Alors fondamentalement non, parce que tout ce monde reste, ce sont tous des clercs. Voilà. Parce qu'effectivement, même si le modèle de la régularisation des chanoines est évidemment une forme de monachisation, parce que les mettre dans une clôture fermée, les faire dépendre d'une autorité beaucoup plus nette, c'est une forme de vie monastique. Je pense mais je vais vous répondre, mais je pense qu'il y a un critère aussi qui est tout à fait important, c'est le fait qu'on doit réaliser qu'encore dans la première moitié du XIe siècle, voire la deuxième moitié du XIe siècle, voire la première moitié du XIIe siècle, un certain nombre de chanoines étaient mariés, voire père de famille. Enfin, qui dit marié dit souvent père de famille. Et donc, il me semble aussi que la volonté de mettre, vous voyez, ces clercs dans une communauté plus stricte, c'est aussi une manière de leur imposer le célibat. Voilà. Mais fondamentalement, leur mission est la même. C'est-à-dire, c'est la célébration de la liturgie dont on a parlé, et puis c'est aussi un certain nombre de fonctions pastorales, d'enseignement, caritatif, voire de desserte paroissiale pour un certain nombre de ces communautés. Simplement, on l'a bien compris, les modes de vie, la réglementation du mode de vie est quand même très différente entre les chanoines réguliers et les chanoines restés ou devenus, si vous voulez, séculiers pour être restés conformes à des usages anciens. Alors je le disais tout à l'heure, on veut mettre des frontières, on veut mettre les personnages dans les cases. Et votre livre montre monde canonial, monde monastique. S'il s'appelle monde canonial et monde monastique, c'est pas tant pour distinguer les deux mondes que pour montrer les transferts d'un monde vers l'autre. Nous sommes, voilà, c'est un monde poreux et les frontières ne sont pas si nettes que cela. Donc non seulement vous avez les chanoines réguliers et séculiers, mais en plus ces chanoines sont en lien avec le monde monastique tout court. Oui. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, alors autant la distinction entre clercs et moines au Moyen-Âge qui nous occupe, là, en ce moment, le XIe, le XIIe, le XIIIe siècle, c'est très clair. Pour le coup, c'est très clair. Un moine n'est pas un chanoine ou n'est pas un clerc et vice-versa. En revanche, ce que le livre a essayé de montrer, c'est que certaines communautés, en fait, au cours de l'histoire, ont pu changer de type de communauté. Parce qu'il faut avoir en tête que les fondateurs des communautés, ce sont en fait assez peu les saints ou les fondateurs d'ordre, du point de vue numérique. Ce sont soit les évêques, soit des familles laïques riches, qui donnent une partie de leur patrimoine pour faire vivre une communauté. Et qui restent du coup relativement proches, vous voyez, de la vie de ces communautés. Or, comme dans tous les autres phénomènes, la vie spirituelle suit des modes. Et donc, vous avez des moments où la mode est au clunisien, puis la mode est au cistercien, puis la mode sera au mendiant, pour le XIIIe siècle, où la mode est au chanoine régulier. Et donc, évêques ou familles laïques, qui restent d'une certaine manière dans le contrôle de ces communautés, peuvent décider que, pas du jour au lendemain, parce que dans les faits, on voit que ça peut prendre des dizaines d'années, une communauté qui était, par exemple, une communauté de chanoines séculiers, va devenir une communauté de chanoines réguliers, voire, il y a des transitions qui sont encore plus nettes, plus fortes, une communauté de chanoines séculiers qui devient une communauté de moines noirs, qu'on appelle des moines noirs, des moines bénédictins. Ce que montre le livre, c'est que dans les faits, on ne transforme pas les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on attend que les personnes en place meurent de leur belle mort, et on ne renouvelle en fait la communauté qu'en prenant, si vous voulez, des membres nouveaux qui, eux, sont fidèles au nouveau mode de vie. Alors on parle des hommes, mais il y a des chanoinesses ou pas Alors, les chanoinesses, c'est quelque chose d'assez particulier, qui arrive dans certaines régions, surtout de l'Allemagne et en Belgique actuellement, et qui sont plus tardifs. Et c'est-à-dire il y a un autre mouvement qui est un peu déconnecté chronologiquement, le mouvement des mulieres religiosæ. C'est-à-dire que au fin XIIe, plutôt au XIIIe siècle, énormément de femmes, dans un nombre souvent sans doute plus considérable que d'hommes, décident de vivre une vie religieuse, consacrés ou pas consacrés, dans des monastères ou pas dans des monastères, dans des choix assez divers. Peut-être les plus connus, ce sont les béguines. Et ces femmes, souvent, décident de vivre dans une maison, proche d'une église, une vie de prière religieuse ou de service. Et les chanoinesses, c'est une de ces formes. Souvent de femmes beaucoup plus riches, plus aristocratiques, qui vivent
un petit peu comme des chanoines séculiers. Mais c'est malgré tout assez différent enfin, même chronologiquement et aussi comme type de vie, type d'utilisation, enfin de fonction dans l'Église. Un mot peut-être Oui, effectivement. Donc, ce sont des chanoinesses, effectivement. Alors, l'intérêt des chanoinesses séculières, si je puis dire, c'est qu'elles ne prononcent pas de vœux. Ce ne sont pas démoniales. Donc, en fait, elles peuvent très bien adopter ce type de vie et quitter la communauté pour se marier. Voilà, hein. Donc c'est une forme de vie assez souple, vous voyez, qui n'est pas engagée par les vœux monastiques qui finissent quand même un jour par être perpétuels. Quant aux chanoinesses régulières, donc elles existent aussi, c'est le pendant féminin en fait du phénomène qu'on a décrit pour les chanoines, pour les hommes. Dans les faits, on voit, mais c'est le cas aussi pour les communautés de chanoinesses séculières, c'est que ce sont pour beaucoup d'entre elles des lieux d'enseignement pour les jeunes filles. Donc si vous voulez, si on se permet un petit peu cet anachronisme, un peu les ancêtres, si vous voulez, de ces congrégations religieuses, enseignantes, qu'on va voir se développer considérablement à l'époque moderne. Alors venons-en peut-être plus précisément au rôle des chanoines. Est-ce qu'on peut considérer les chanoines comme des conseillers de l'évêque ? Oui, alors, ce qui va se passer à partir entre l'époque, disons, carolingienne et cette époque du XIe, XIIe siècle où on se trouve, c'est que le lieu d'enseignement et de formation des clercs va évoluer. C'est-à-dire qu'avant, les lieux les plus prestigieux, c'était les monastères, même si après on devenait évêque, etc. La plupart des gens importants dans l'Église a été formés dans des monastères et avaient ces valeurs monastiques. Et désormais, les endroits où on se forme, ce sont les écoles urbaines, les écoles dans les cathédrales ou dans les collégiales. Et même ceux qui vont devenir moines, après, cisterciens, ont été formés là, ont été formés dans ce type d'écoles qui vont se multiplier à cette époque-là. Et donc, le lieu de formation des élites, désormais, de l'Église, ce sont les chanoines dans un sens large et les chapitres dans un sens large. Et donc, par conséquent, quand on veut avoir quelqu'un de compétent pour vous aider, quand on est évêque, eh bien, c'est évidemment le vivier dans lequel on va puiser, en sachant que, par exemple, il y a un rôle qui va devenir très important à cette époque-là, ce qu'on appelle l'archidiacre. L'archidiacre, ce sont des gens qui vont concrètement gérer les paroisses dans le diocèse, en faisant des tours, en visitant, en faisant de la justice, etc. Et ces archidiacres sont toujours, ou presque toujours, des chanoines venant du chapitre cathédral. Massoni ? Oui, effectivement. Donc, quand on est encore dans cette chronologie, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin du XIIe siècle, voire un petit peu au-delà, le chapitre cathédral, puisque là, on est dans la configuration, les chanoines sont autour de l'évêque, c'est vraiment le conseil fondamental pour l'évêque, au point que je crois que le droit canon dit que l'évêque ne peut pas prendre de décision s'il ne la prend pas, sans la consultation du chapitre. Et effectivement, dans les actes de la pratique, on voit très bien, surtout dans des très grands diocèses, comme le diocèse de Limoges, où il y a 1000 paroisses, l'importance de ces archidiacres, qui sont vraiment les envoyés de l'évêque, notamment pour les affaires de justice. Alors, cette collaboration, elle ne perdure pas sous cette forme-là, au fur et à mesure qu'on avance vers la fin du Moyen-Âge, parce que, conformément à ce que Charles disait tout à l'heure, en fait, avec le temps, le chapitre d'un côté et l'évêque de l'autre deviennent vraiment deux personnes juridiques distinctes, avec des revenus distincts qu'on appelle les menses, la mense épiscopale et la mense capitulaire ou canoniale. Et quand on lit par exemple les registres capitulaires des chanoines de Notre-Dame de Paris, puisque vous avez parlé de Notre-Dame de Paris tout à l'heure, à la fin du Moyen-Âge, on voit très bien qu'à Notre-Dame de Paris, chacun est chez soi. L'évêque dans son domaine de compétence et dans les lieux qui lui sont réservés à la cathédrale, et puis les chanoines de l'autre. Et avec souvent des conflits qui peuvent, notamment des conflits de juridiction, qui peuvent opposer l'évêque à son chapitre et réciproquement. Voilà, à Paris, par exemple, il y avait au milieu de la cathédrale, là, qui venait d'être restaurée, il y avait une limite au milieu. À gauche, c'était l'évêque qui avait la juridiction, et à droite, c'était le chapitre. Donc il y a des micro-conflits. Il faut bien comprendre pour nos éditeurs que l'Église catholique, c'est un système de pouvoir, de contre-pouvoir, exactement comme dans nos sociétés contemporaines. C'est-à-dire que le politique et le pouvoir est toujours, en tout cas à partir du XIIIe siècle, toujours fragmenté, toujours divisé. Et il y a
évidemment, comme aujourd'hui dans notre société politique, des conflits où s'arrête le pouvoir du Conseil constitutionnel, où s'arrête le pouvoir du Parlement. De la même manière, dans les diocèses, il y avait des conflits en permanence entre différentes personnes qui négociaient ou pas. Il y avait des évêques qui étaient extrêmement autoritaires, qui voulaient mettre tout le monde sous leur férule. D'autres, au contraire, qui n'étaient jamais là, des chanoines qui défendaient Mordicus, d'autres qui étaient plutôt du côté de l'évêque. Donc il y a des positions très complexes, mais qui ont permis une certaine stabilité et un système qui a perduré. Si on a aujourd'hui des cathédrales qui sont encore debout, c'est grâce à ces pouvoirs et ces contre-pouvoirs. Ils ont un rôle administratif aussi ? Alors oui, ils ont un rôle administratif de plusieurs natures. Un des champs de recherche là, qui s'ouvre en ce moment, c'est l'examen, voyez-vous, d'une forme de hiérarchie entre les églises. Alors on connaît bien ce système, voyez, d'emboîtement et de hiérarchie dans le monde monastique, notamment, avec des maisons mères dont dépendent des filles. Mais en fait, il s'avère que du côté de l'église séculière, le système est grosso modo, en fait, le même, avec, notamment pour Notre-Dame de Paris, ce rôle d'église mère, et qui a engendré un certain nombre de filles, donc qui sont des collégiales dans la ville de Paris, et le chapitre de Notre-Dame de Paris est extrêmement vigilant à la surveillance de la discipline de ces églises, du clergé de ces églises. Donc c'est une de ces fonctions administratives. L'autre fonction administrative dont on a parlé, c'est le rôle scolaire, mais on en a déjà parlé. Et on doit revenir aussi sur cet appariement assez remarquable entre des églises cathédrales ou des églises collégiales et des hôpitaux. Si l'Hôtel-Dieu, en fait, à Paris, se trouve si près de la cathédrale, en fait, c'est un héritage fort lointain. C'est-à-dire que dans la mission des chanoines, il y a cette mission d'assistance, de charité, qui s'exerce notamment par l'administration d'hôpitaux qui sont placés extrêmement proches, en fait, des églises collégiales et des églises cathédrales. Alors, Charles de Miramont, dans votre livre « La juridicisation de l'Église, chanoines séculiers et droit canon », vous nous révélez que la réunion, que les débats qui sont associés trouvent ses origines dans le monde canonial du XIIe siècle. Que fait-on alors dans les salles capitulaires? De quoi débat-on? Quelles sont les fonctions, au fond, de ce fameux chapitre? Alors, dans ce livre, il y a l'une des questions que je me pose, c'est: nous sommes dans un monde où nous nous réunissons en permanence, nous avons des réunions administratives, des réunions dans nos universités, etc. etc. Même chez KTO, il y a des réunions. Voilà, il y a des réunions de partout. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est une manière éternelle de gérer le monde Et ma réponse, non, c'est que c'est quelque chose qui apparaît à un moment, et ça apparaît en particulier dans l'Église, à un moment particulier. Alors ça s'appelle un chapitre. Sauf que ce chapitre va évoluer entre son apparition au 8e siècle et ce que ça va devenir à partir du 11e siècle. Et ce qui est très intéressant pour le cas des chanoines, c'est que le mot chapitre, qui désigne d'abord la salle de réunion, va devenir tellement important ça va donner le nom à l'institution totalement. À partir du 12e siècle, on va parler du chapitre de Notre-Dame, du chapitre de ceci, du chapitre de cela. Donc l'institution va couronner la totalité. Alors comment ça va évoluer? C'est-à-dire qu'au début, les réunions chez les moines et chez les premiers chanoines, ce sont des réunions essentiellement de discipline. C'est-à-dire qu'on vous fait venir, on vous fait d'abord lire un morceau c'est pour ça que ça s'appelle un chapitre, un morceau de la règle de Saint-Benoît ou un morceau de l'institution, pour que vous la sachiez bien par cœur. Et ensuite, on dit qui est-ce qui a fait des fautes, qui n'a pas obéi, levez la main et on vous punit. Et il y a un système, ce qu'on appelle le chapitre des couples. Et à la fin, on fait des prières, évidemment, parce que toute réunion chrétienne, il y a bien un bon moment de prière. Et ensuite, il y a des informations. C'est toi, cette semaine, qui dois faire ceci, etc. Mais ce n'est pas un lieu de débat. Ce n'est pas un lieu où on discute comme dans une réunion auparavant. Alors que dans les communautés canoniales, cathédrales, ça apparaît, on peut le dater à un moment particulier, on voit le mot apparaître, on voit la salle apparaître, on la construit, et là ça devient quelque chose de différent, c'est-à-dire une réunion quotidienne qui est majoritairement faite
pour prendre des décisions, discuter, quelque chose de beaucoup plus proche de nos réunions contemporaines. Et ça, c'est une très grande nouveauté. Vous dites que ce n'est pas le monde canonial qui a inventé la réunion, mais c'est le monde canonial qui en fait un élément moteur de son mode de fonctionnement, au fond. Voilà, c'est exactement comme dans une entreprise où aujourd'hui, c'est très important de se réunir, pas uniquement pour prendre des décisions, mais pour définir qui on est, comment on est, savoir se placer aussi différemment. Ouais. De la même manière, dans ces chapitres, ça devient le lieu où l'institution se définit. Elle prend à la fois des décisions, mais elle se définit en tant que telle. Et donc ça devient presque plus important que l'Église, ou le cœur dans l'Église, qui était l'autre endroit où la communauté se définissait, se montrait. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Charles. Et effectivement, à la fin du Moyen-Âge, la réception d'un nouveau chanoine, elle passe de manière très concrète par son installation, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on lui trouve une stalle dans le chœur, d'où le terme aussi d'installation, mais de manière corrélée, on lui trouve une place en chapitre. Et donc la réception, la cérémonie qui manifeste qu'un nouveau membre entre dans la communauté, c'est effectivement le fait de le faire asseoir au chœur et de lui donner une place au chapitre. Et il est assez fréquent d'ailleurs que l'ordre des personnes, donc l'ordre des personnes assises dans le chœur, soit le même en fait dans la salle du chapitre, pour dire d'une certaine manière le jeu de miroir entre ces deux moments ou ces deux lieux essentiels de la communauté. Et en parlant d'installation, ce qui est intéressant pour les chanoines aussi, il faut le dire, c'est que c'est un modèle pour les fonctionnaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est fonctionnaire en France, on va avoir un procès-verbal d'installation. On devient véritablement fonctionnaire quand on a son procès-verbal d'installation. Et c'est quelque chose qui est totalement repris du monde canonial. Donc il y a des passages très importants entre le monde canonial médiéval, le monde des offices de l'Ancien Régime et le monde des fonctionnaires aujourd'hui, avec des mots et même des pratiques qui sont presque les mêmes. On vote, et est-ce que, selon l'expression, chacun a voix au chapitre ? Oui, alors la force de cette idée du chapitre, c'est que tant qu'on parle de manière correcte, on a le droit de parler, même si on est en bas de l'échelle. Et comme aujourd'hui, dans une réunion, même le petit stagiaire a le droit de parler. Évidemment, ce qu'il dira aura moins d'importance que ce que dit le cadre de haut niveau, mais malgré tout, s'il dit quelque chose, il pourrait peut-être dire quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est nouveau. Alors, il y a évidemment toutes sortes de règles qui vont petit à petit se mettre en place de manière à organiser, éviter le désordre, en sachant que le Moyen-Âge n'est pas du tout un âge habitués comme le nôtre à ces pratiques. Et ils sont en train d'apprendre. Et beaucoup de ces chapitres finissent très mal. Il y a des disputes, il y a des conflits, ils se tapent les uns sur les autres. Ce n'est pas forcément merveilleux, ça n'arrive pas tout de suite. Et c'est tout un apprentissage social sur ce point. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je veux dire que de ce point de vue-là, en fait, naît du point de vue de la documentation, aussi un type de documentation qu'on appelle les registres de délibération, qu'on trouve donc dans le monde canonial, mais qu'on va trouver aussi de manière significative dans le monde civil, si vous voulez, dans le monde des municipalités, par exemple. Et là, c'est le travail du notaire, qui est un travail remarquable, c'est-à-dire d'être en capacité d'écouter les discussions, et de les collationner et d'en donner en fait d'une certaine manière la version écrite la plus fidèle. Et c'est vrai que la lecture en fait de ces registres capitulaires est passionnante parce que quand on lit ces documents, on a vraiment l'impression qu'on est complètement immergé dans la vie de la communauté, avec toutes les questions dont elle débat de manière régulière. Je crois que c'est en partie grâce à ces registres qu'on a su que Joachim du Bellay était enterré dans la cathédrale de Paris. Alors, je ne sais pas si finalement ils ont été lus pour le XVIe siècle ou pas.
Oui. Alors, ouais, il y a eu voilà. un reportage qui montrait les références au texte, au-delà des analyses qui ont été faites sur les ossements. Il nous reste 7 minutes, 8 minutes. Vous montrez aussi que les chanoines s'inscrivent dans un mouvement intellectuel majeur, qui est un mouvement, pour le coup, juridique, il y a comme une révolution du droit. Oui, alors, il y a un autre événement très important dans l'histoire de l'Occident au Moyen-Âge, c'est qu'au XIIe siècle, on va avoir une véritable révolution juridique. C'est-à-dire qu'on va redécouvrir les anciens codes de droit romain qui avaient été très largement oubliés, et on va débuter un enseignement de droit, c'est totalement nouveau, ça n'existait pas auparavant, à Bologne, puis ensuite à Paris, qui va transformer totalement la manière dont on considère le droit en Occident, et qui va conduire à ce que j'appelle la juridicisation, c'est-à-dire le fait que le droit va prendre beaucoup plus d'importance dans la vie sociale que dans d'autres civilisations, dans l'islam, dans la Chine de l'époque. On s'est beaucoup posé la question, pourquoi ? Quelles sont les causes de cela ? Alors, il y a eu une première explication qui a été de dire c'est le pape, c'est le fait que le pouvoir pontifical grandit, qu'il y a un conflit avec l'empereur. La réforme grégorienne. Donc, c'est politique. Une autre explication de dire non, ou c'est complémentaire, de dire c'est parce qu'on a découvert ces textes fantastiques de droit romain de Justinien qui a conduit à des interprétations, à un enseignement, et donc c'est intellectuel. Et l'explication que moi je donne, qui n'est pas la même dans ce livre, c'est de dire non, ça vient d'en bas, et ça vient peut-être avant la réforme grégorienne, et ça vient parce qu'il y a des groupes, des petits groupes sociaux, qui ont un intérêt particulier à vivre selon le droit, à utiliser des règles de droit dans leur mode de fonctionnement. Et de ce point de vue-là, les chapitres canoniaux sont, pour moi, l'endroit où les choses démarrent, où ça se passe. C'est ce petit groupe-là. Donc, ce n'est pas dire que ça vient d'en bas en général, de tout le peuple, mais ça vient de mouvements, de groupes qui sont intéressés par cela. Et donc, c'est ça l'idée forte du livre qui est là. Et cela, ça constitue une révolution parce que avant, on parlait de droit coutumier, de droit féodal. Là, on construit le droit ? Alors, c'est assez compliqué la juridicisation, c'est comment on utilise un langage juridique. Et comment on définit un langage juridique, c'est un débat compliqué. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas de droit auparavant, mais c'est qu'il n'était pas exprimé de la même façon. Et le fait d'expliquer dans des règles, dans une forme rhétorique, mais aussi dialectique du droit, est quelque chose de très neuf. D'avoir des arguments et de dire il y a un corpus fermé de règles, tout ça, ça nous semble tout à fait naturel dans notre société. C'est comme ça qu'un avocat fonctionne, c'est comme ça qu'un juge fonctionne. Mais ce n'était pas forcément le cas auparavant. Et ce sont des révolutions mentales qu'il faut essayer de restituer et qui ont lieu, pas uniquement, mais en grande partie dans ces institutions. Anne Massoni, peut-être le dernier mot par rapport à cette thèse. Il y avait donc 3 thèses, la réforme grégorienne, la redécouverte des textes antiques, et puis là, cette thèse d'un droit qui vient du bas. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Charles. Ce qu'on voit aussi, c'est que, en fait, socialement, les chanoines, certes, donc vont être les premiers utilisateurs, effectivement, et peut-être effectivement les premiers moteurs de cette révolution du droit. Dans les faits, l'historiographie a bien montré aussi que ce sont les premiers serviteurs des administrations à la fin du Moyen-Âge. C'est dans ces milieux-là que l'administration pontificale, l'administration royale, les administrations princières va à l'épuiser, en fait, ces serviteurs, et des serviteurs particulièrement formés et particulièrement remarquables du point de vue de leurs compétences juridiques. Donc on peut dire que non seulement ils sont à l'origine de la réunion, mais aussi du droit, mais aussi de l'administration.
d'une certaine manière. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Charles de Miramont, La juridicisation de l'Église, paru aux Belles Lettres, Chanoine séculier et droit canonique 1070-1130. Anne Massoni, vous avez dirigé avec Noël Deflou le cas Monde canonial, monde monastique, mutation et conversion des statuts, 9e, 12e siècle, un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes. Toujours chez le même éditeur et le même sujet, mais à une autre époque, chapitre et société en révolution, les chanoines en France, de l'Ancien Régime à la monarchie de Juillet, avec François Hou. J'ai reçu François Hou une fois sur ce plateau, avec une préface de Philippe Boutry, donc toujours chez nos amis de presse universitaire de Rennes. Et je voulais rendre hommage à un historien. Nous avons reçu il y a plusieurs années, je crois que c'était il y a 2 ans de cela, Martin Aurel. Et à l'heure où nous enregistrons cette émission, eh bien Martin Aurel nous a quitté, ça a été une surprise. Il est parti à 66 ans, c'était un très grand historien, un très grand médiéviste. Il a écrit de nombreux travaux, il était spécialiste des Plantagenets et il venait de publier ce livre, Aliénor d'Aquitaine, aux éditions Flammarion, dans la collection Grande Biographie. Martin était un ami, Martin était un professeur aimé de ses étudiants. Il avait dirigé plus de 49 thèses qui étaient absolument considérables et aujourd'hui il laisse des étudiants orphelin et il laisse des amis et bien sur le bord du chemin. En tous les cas, je souhaitais lui rendre hommage et le remercier, qu'il repose en paix, et le remercier pour l'ensemble des travaux qu'il a pu réaliser, pour son amitié, son humilité et sa grandeur d'âme. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de notre émission Au risque de l'histoire. Je rappelle tout de même que vous pouvez retrouver nos émissions, notamment celle avec Martin Aurel, sur KTO TV, et également, n'hésitez pas, celle avec François Hou également, et n'hésitez pas aussi à vous rendre chez notre partenaire storiavoce.com. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.